effet essayer d'aborder le problème de la littérature, qui n'est pas simple parce que si elle était très indigente ces dernières années, elle est devenue foisonnante, voire buissonnante cette dernière année, et on va essayer de faire un tri. D'abord, je déclare d'avoir aucun conflit d'intérêt avec la fabricant de cigarettes électroniques, et puis, un petit rappel rapide, je ne sais pas, je pense que tout le monde sait ce qu'est une cigarette électronique. On voit ici une batterie qui occupe le plus gros volume de cette affaire. Ici, un microprocesseur qui va déclencher à l'aspiration le chauffage à 60-80 degrés d'un filament. Et là, une cartouche qui contient ce que l'on appelle le e-liquide. Vous remarquerez que cette cigarette correspond et ressemble à une cigarette conventionnelle, puisque quand on inspire, une diode bleue ou rouge s'allume. Et ce produit a été le premier mis sur le marché. Mais très rapidement, et aujourd'hui, ces produits sont de moins en moins utilisés au profit d'une évolution du matériel, comme celui-ci, mon voisin de droite a dans la main. C'est-à-dire que c'est un engin un peu plus important, qui ne ressemble plus du tout à une cigarette, où la batterie a une autonomie relativement importante, et cet objet n'est plus jetable, mais rechargeable, une autonomie d'une journée possiblement, et l'on déclenche le chauffage de la résistance par un petit bouton, vous voyez, au milieu de l'appareil. Ça, c'est l'engin de base. Mais on a des engins un peu plus sophistiqués, et ici, un appareil qui est fabriqué dans une région qui m'est chère, à Saint-Étienne. C'est un engin en titane qui coûte cher, certes, mais qui est aussi un très bel objet, fabriqué par les armuriers de la ville. Et puis d'autres engins encore plus intéressants, avec, vous le voyez peut-être, à gauche, un petit écran cristallique qui indique le nombre de bouffées, le volume de bouffées, etc. Et bientôt on pourra téléphoner ou prendre des photos avec ces cigarettes électroniques, il ne faut pas en douter. Alors, bienvenue dans le monde des vapoteurs. En effet, nous, les abacologues, nous avons découvert un monde qui était déjà très organisé, où les utilisateurs sont appelés à se connaître, sont organisés en forums, et je vous conseille d'aller sur ces forums, en particulier celui-ci, tout à fait intéressant, et où on apprend des choses sur la pratique, et où on peut échanger des idées tout à fait intéressantes. Et même en association, puisqu'une association s'est créée, l'association EDUS, une association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Donc un monde qui existe, que nous découvrons, et sur lequel nous posons un regard, qui est ce regard de clinicien, c'est notre métier, mais en même temps un regard intéressé. Parlons des liquides, c'est plus intéressant. Ces liquides, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un liquide qui doit être vaporisé, et non pas brûlé, il n'y a pas de brûleur, hein. Il est vaporisé grâce au filament qui est chauffé à 60 degrés Celsius environ. Et que contient ce liquide? Eh bien, il contient d'abord un dispersant, à peu près 80% de son volume, c'est du propylène glycol. Alors, on a écrit beaucoup de choses, et en particulier, on a fait au début de confusion entre le polyéthylène glycol et le propylène glycol. Le polyéthylène glycol, ça n'a rien à voir, il est très toxique. Le propylène glycol n'est pas toxique. Vous avez ici la référence de sa fiche INRS. C'est un produit qu'on utilise pour fabriquer des brouillards artificiels. Quand vous allez au théâtre, dans des spectacles avec des fumées, c'est du propylène glycol. Ce propylène glycol est utilisé également en cosmétique, dans l'alimentaire et dans les médicaments, en particulier des gaz propulseurs pour des nébuliseurs pour l'asthme. Nous avons également du glycérol. Le glycérol peut poser problème, mais il est en faible quantité, et puis il n'est pas chauffé à 270 degrés, donc il se transforme pas trop en produit en acroléine, qui est un produit irritant. Et puis les arômes alimentaires, alors on en trouve de toutes sortes, de la saveur du tabac à tous les fruits, et de temps en temps des appellations un peu exotiques comme début de printemps, voire fin de soirée, début de nuit. C'est tout à fait intéressant. J'ai l'air de prendre sur un ton un peu ironique, pas du tout, c'est tout à fait intéressant parce que les gens vont passer d'un arôme à l'autre et de temps en temps, d'ailleurs, diminuer leur nicotine à ce sujet-là, à cette occasion-là. Et puis moins de 2% d'alcool, et l'eau dont on a besoin est captée dans l'air ambiant. Un certain nombre d'utilisateurs désirent mettre de la nicotine et trouver de la nicotine dans ce liquide. 97% des utilisateurs, en effet, utilisent des produits contenant de la nicotine. Et là, on trouve 4 dosages. Pour les faibles, 6 mg, les moyens, 11 mg par millilitre.
L'effort 16 mg et le très fort 19,6, parce qu'en France, nous n'avons pas le droit de dépasser 20 mg. D'ailleurs, les vendeurs qui font bien leur travail dans les boutiques ont une méthode très simple pour calculer la quantité de nicotine qu'il faut. C'est-à-dire qu'on multiplie par 20 la quantité de nicotine contenue dans le paquet habituel et on tombe sur un chiffre complètement empirique autour de ce qui convient de donner à ce client, j'ai l'expression, ce client. Problème, c'est sur Internet. Sur Internet, on arrive à trouver des produits à 28 mg, voire plus. Et puis, on risque d'avoir d'autres problèmes quand les gens fabriquent eux-mêmes leur e-liquide, parce que j'ai appris récemment que le propylène-glycol, ça coûte pas cher du tout, hein, on disperse sur des ailes d'avion pour dégivrer le matin, mais surtout, la nicotine n'est pas chère non plus, je vois que ça coûte 40 € le litre. Donc c'est pas cher du tout. On peut être amené à voir des gens qui, entre guillemets, bidouillent leur affaire et font des choses extrêmement osées. Que recherche le vapoteur? Il va rechercher à retrouver l'impression qu'il a lorsqu'il inhale la fumée de cigarette. Cette impression que nous, tabacologues, ne connaissions pas, s'appelle le throat heat, le HEAT, qui est une sorte d'impression de contraction du larynx lorsque la fumée de cigarette passe par le larynx. C'est-à-dire, on arrive à retrouver cette impression de throat heat avec la cigarette électronique à condition d'avoir une quantité de nicotine suffisante pour le déclencher. Ceci est très important parce que les vendeurs, mais ça va demander à être vérifié par des études ultérieures, les vendeurs nous disent que lorsque le client, le vapoteur a récupéré un throat heat avec une quantité de nicotine connue, il switch sur la cigarette électronique en abandonnant le tabac. Ceci est intéressant. Alors, les niveaux de nicotine ont bien changé. Lorsque des premières cigarettes, comme celles que manipule Bertrand actuellement, c'était des cigarettes qui n'étaient pas très au point, des cigarettes dont la technologie était à la fois du liquide et de la cigarette elle-même n'était pas très au point, mais les produits ont changé et la technologie a changé. Donc aujourd'hui, on a des appareils fiables, des e-liquides fiables, et les niveaux de nicotine obtenus dans la vapeur, dans le brouillard, est tout à fait cohérente avec ce que recherchent les fumeurs. Les normes applicables en Europe sont la norme CE, vous connaissez, puis la norme ROHS qui simplement donne la garantie qu'il n'y ait pas de métaux lourds et de choses dangereuses dans le produit. Sur les produits importés, il n'y a pas d'application de ces normes, et simplement des GCCRF, ou alors ça commence à s'organiser de manière un peu plus efficace, notamment sur la Chine, où les contrôles de fabrication sont beaucoup plus efficaces. Que devient ce liquide? Eh bien, ce liquide est vaporisé. Alors, il s'agit plus d'un brouillard, un fin brouillard de fines particules, de fines gouttelettes. Ce brouillard est inhalé. Dans une étude récente, Bertrand Dossenberg et M. Bertolon ont mesuré le captage de ces gouttelettes par l'arbre respiratoire et ils nous ont montré que, en effet, ce brouillard se transformait extrêmement rapidement en gaz en 11 secondes, et au contraire de ce qui existe dans la cigarette conventionnelle qui relargue dans l'atmosphère des nanoparticules qui vont rester un quart d'heure, 20 minutes. Donc ici, on a un brouillard extrêmement bref et des gouttelettes qui vont se disperser pour un quart dans l'arbre respiratoire et seulement 14% dans les alvéoles pulmonaires. Le vapotage passif, c'est un point extrêmement important et des études aujourd'hui nous montrent que, d'abord une première étude, Gastrip, qui montre qu'il n'y a pas de CO. Il n'y a pas de CO, et je vous rappelle quand même que le CO est un élément très important dans la dangerosité du tabagisme passif. Deuxièmement, la quantité des produits organiques totaux est extrêmement faible, elle est infinitésimale par rapport à la cigarette conventionnelle. Et une dernière étude qui vient de sortir sur les examens chromatographiques des brouillards et des gaz montre bien que le vapotage passif n'est pas dangereux. Alors, pourquoi vapoter? Quelles sont les motivations? Alors j'ai pris à Jean-François Ether, qui a écrit un ouvrage que vous trouvez sur eBay, qui a écrit cet ouvrage il y a très peu de temps, et a fait une étude par Internet, grâce à son site suisse, et il a remarqué un certain nombre d'items qui reviennent en permanence. C'est parce qu'il pense que le produit est moins toxique que le tabac. Et sur les forums, vous entendez parler de la cigarette qu'on appelle la tueuse.
Mais on veut garder le plaisir. On veut garder ce plaisir, on veut garder le guide, dont on a parlé tout à l'heure. On veut arrêter de fumer, on ne veut pas recommencer, donc la cigarette pourrait être un substitut à la queuse. Pour faire face à ce besoin de fumer impérieux et éviter les syndromes de sevrage, parce que vapoter revient moins cher. Sur une étude que j'avais faite il n'y a pas très longtemps, un groupe de vapoteurs avait calculé qu'on faisait une économie entre 8 et 12 fois en utilisant une cigarette électronique, à condition de ne pas être un geek, c'est-à-dire quelqu'un d'accro à tous les nouveaux produits qui sortent, et là ça revient beaucoup plus cher, parce que comme son téléphone portable ou sa tablette numérique, il faut toujours avoir le nouveau matériel, et là ça revient un peu plus cher que le tabac conventionnel. Pour ne pas déranger les autres avec la fumée, oui c'est vrai, il y a l'odeur. Avec l'odeur, c'est peut-être une odeur de pêche ou de début de soirée, donc ça peut être pas trop désagréable. Ou pour faire face à des situations où on ne peut pas fumer au travail, dans les transports en commun, etc. Pour éviter de devoir sortir pour fumer, de plus en plus maintenant les gens ne fument plus chez eux, donc ça évite de sortir, et surtout pour réduire la consommation de tabac. Donc cette étude, Jean-François Etter, nous montre bien que les fumeurs sont pluriels, ils ont des motivations qui sont souvent très différentes, mais la question qu'on est amené à se poser immédiatement, mais vapoter a-t-il une réelle influence sur le tabagisme? Et là, les études commencent à devenir intéressantes. D'abord, les vapoteurs sont très généralement des fumeurs. 98% sont des fumeurs. Et puis, on constate, et là on a des études assez nombreuses, une diminution des symptômes de manque. Diminution du craving, diminution du syndrome de manque. Quelques résultats dans les études, une étude récente de Lynn Dawkins qui montre que sur un nombre respectable de vapoteurs, eh bien, 74% ne fumaient plus depuis quelques semaines, ou très peu. Il n'y a pas l'effet indésirable. Une amélioration très nette des symptômes respiratoires, on tousse plus le matin, on est moins essoufflé. Et sur la dépendance en général, eh bien, 91% n'avaient plus ce besoin impérieux de fumer, il faut faire un peu n'importe quoi. Et très important, on en a parlé ce matin, mais c'est un critère, un indicateur extrêmement important, c'est l'allongement du temps d'envie de prendre sa première bouffée de vapeur. C'est-à-dire que ce temps, qui est la première question du Fagerström, dont on a parlé ce matin, ce temps est très prédictif d'une très forte dépendance, et on a une étude qui montre que ce temps est prédictif, ce temps très court est prédictif aussi du cancer du poumon. Donc là on a un élément qui nous fait dire qu'on a une action sur la dépendance, et les femmes préfèrent les saveurs douces, le chocolat en particulier. Bon, c'est la proportion des dames au chocolat, les hommes aussi, assez souvent. Mais les femmes aiment bien cette petite cigarette conventionnelle de première génération. Et la durée d'utilisation est plus longue que celle des substituts. Alors, quelle fonction? La première fonction qui nous vient à l'esprit, à travers ce que j'ai dit, j'ai l'air de faire de la publicité pour la cigarette électronique, pas du tout, je reprends les études. Eh bien, d'abord, la réduction des risques. Réduction des risques, et l'étude de Zachary ici nous montre que sur près de 6000 vapoteurs, eh bien, on a une consommation de cigarettes qui a chuté de 20% dans l'étude pendant 10 mois dans les pays anglo-saxons. Et 11% ont arrêté, et la majorité ont diminué assez sensiblement leur consommation de cigarettes. Ils avaient d'ailleurs utilisé ce mécanisme pour cela, et 80% pensaient à leur santé. Donc, Lynn Dawkins, Zachary, nous émet en conclusion qu'il y a en effet un potentiel pour obtenir une réduction du risque avec ce dispositif. Caponetto, lui, vient de produire une étude tout à fait intéressante sur les schizophrènes. Vous savez que les schizophrènes meurent de cancer du poumon. Ils fument 3, 4, 5, 6. Et on a vu à Clermont-Ferrand un jour, chez Perriot, 7 paquets par jour. Ce sont des gros fumeurs. Et là, Caponetto a pu obtenir une réduction de 50% de la consommation de cigarettes. Alors, lors du prochain congrès de la Société française de tabacologie à Clermont-Ferrand, on fera une question à laquelle je vous conseille de vous inscrire. Nous allons faire une question sur les fumeurs difficiles et la cigarette électronique. Donc, ici, on avait une étude particulièrement intéressante. Paul Oza, qui a beaucoup travaillé aussi sur cette affaire, a montré un suivi de fumeurs, de vapoteurs,
d'anciens fumeurs vapoteurs, et on se rend compte que si un bon nombre d'entre eux n'ont pas fonctionné, c'est la courbe du haut, à la cigarette électronique, ceux qui ont réduit de 50% leur consommation, c'est-à-dire 32% d'entre eux, ont maintenu pendant 24 semaines, les 24 semaines de l'étude ont maintenu cette diminution de la consommation. Pour ceux qui avaient diminué à 80%, l'ont maintenu également, et ceux qui se sont arrêtés, c'est 22%, un peu plus de 22% d'entre eux, ont maintenu cet arrêt pendant 24 semaines. Alors, quelle est la fonction actuelle du vapoteur personnel? Alors, j'ai employé ce terme, j'emploie ce terme, je l'avais employé tout à l'heure, mais j'emploie ce terme parce que c'est le vocable qui est adopté par les vapoteurs sur les forums, tout simplement parce qu'il se différencie de la cigarette électronique. On abandonne le vocable de cigarette pour s'éloigner de l'objet cigarette vers autre chose qui est le vapoteur personnel, le VP. Et quand vous allez sur les forums, vous voyez parler de VP, c'est la cigarette électronique. C'est le vapoteur personnel, le vaporisateur personnel qui me semble être un bon vocable. Sur l'arrêt du tabagisme, il y en a encore peu d'études vraiment, mais on a cette étude de Caponetto également, qui a fait une étude sur 3 bras avec des cigarettes à 7,2 mg de nicotine, ce qui est faible pour un fumeur important, un autre 4,8, un troisième 0, et bien on voit qu'au bout de 12 mois, il a 13% d'arrêt, ce qui est faible, certes, mais il avait employé des doses extrêmement faibles de nicotine. Et 4% simplement de troisième groupe, on retrouve les chiffres ce matin. D'autres études que vous pourrez trouver, l'étude de Van Sickle ou d'Eisenberg, qui sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur la cigarette électronique et dont les noms reviennent dans la bibliographie de manière assez récurrente. L'abstinence temporaire. Jean-François Etter et Chris Bullen est aussi un producteur de travaux, nous montrent qu'un grand nombre de vapoteurs l'utilisent à la maison pour ne pas fumer chez eux, je l'ai dit, dans leur voiture, 90% d'entre eux, et dans les bars, restaurants, etc. Il faut savoir que les vapoteurs, le vrai vapoteur, le professionnel, sait vapoter sans faire de vapeur. Donc on ne voit pas qu'il utilise son vapoteur. Quels sont les dangers potentiels? Eh bien, l'initiation au tabagisme chez les jeunes, une étude de Goniewicz en Pologne où on vapote beaucoup, qui infirme ce risque. Les toxicités à long terme, on ne peut pas répondre, on pourra répondre que dans quelques années. Les limites actuelles, eh bien, le vaporisateur personnel permet une réduction réelle des risques, ça nous semble montrer, mais ce qu'on n'a pas encore démontré, mais l'arrêt de la dépendance au tabac et à la nicotine n'est pas encore démontré. La dépendance comportementale subsiste, on est bien tous d'accord, la dépendance psychologique disparaît, puisqu'on l'assume, la dépendance à la nicotine persiste, elle, puisqu'on aura toujours besoin de mettre de la nicotine dans son e-liquide, et si on diminuait la dose de nicotine, on verrait réapparaître cette envie de fumer. Donc, c'est vrai, l'arrêt de l'intoxication à la fumée de tabac est obtenu. Il y a des effets sur la santé qui nécessitent d'être maintenant mesurés. Alors, l'avenir. Eh bien, l'avenir, c'est quoi? C'est d'abord observer le développement et l'usage de ce matériel, de ces produits. On connaît peu les choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on rentrait dans un monde qu'on ne connaissait pas, un monde qui existe, qui est organisé, qui se connaît, qui échange des pratiques, qui échange des impressions, qui échange des difficultés. Et sur les forums, on voit de véritables discours tabacologiques où les gens s'échangent leur expérience. C'est tout à fait intéressant. Étudier les effets des cigarettes électroniques, oui, encore de nombreuses études sont nécessaires et ne seront pas suffisantes. Affiner les connaissances que l'on peut avoir sur les matériels, sur les liquides, est tout à fait indispensable. Et surtout attendre les études sur l'efficacité, en particulier sur l'arrêt du tabac. Chris Bullen, en Nouvelle-Zélande, vient de lancer une étude dont les résultats ne viendront pas avant l'année prochaine, avec 3 bras, un premier bras avec des fumeurs avec un substitut, un deuxième bras à cigarette électronique avec du e-liquide à la nicotine, un troisième bras avec un placebo. Et on va attendre les résultats de cette étude. Que faut-il faire? Rester vigilant, sûrement, et vigilant surtout sur les dérives possibles, parce que, imaginons qu'une interdiction, des interdictions, des limitations d'utilisation soient trop importantes, et les gens vont inventer des systèmes. Nous sommes tous des inventeurs, et les dépendants sont très inventifs. Et on assistera vraisemblablement à des trafics, à des bidouillages, à des manipulations de e-liquide non contrôlées, et on aura des accidents. Donc il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant sur
sur l'effet de ce que l'on annonce. Voilà ce que je voulais vous dire en vous présentant en même temps la diapo sur le prochain congrès à Clermont-Ferrand de la Société française d'Agrologie, à laquelle je vous incite à vous inscrire. Je vous remercie.